Nayoa, Livana et Isabelle Jeudi, s'il vous plaît. Et ça va proposer des petits chocolats aussi. Exactement ce que je vais faire, je vais vous ennuyer. Est-ce que quelqu'un veut un chocolat? Toi, tu vois, t'en veux. J'ai réussi. J'ai eu un devis très bon. Chocolat guimauve. Le spécimen au fond se calme. Approche-toi. C'est un ami, on voit. Savoir qu'elle se trimballe cette boîte. Il y a pas énormément non plus. Hein. Et t'as raconté comment tu t'es retrouvé avec cette boîte? Si vous voulez la petite histoire, dans la vie, il faut faire des bonnes actions. Voilà. Il se passe qu'hier soir, je ne sais pas si la personne sera là ou pas, mais il y avait un jeune garçon qui avait beaucoup de batterie dans sa voiture. On a essayé avec les pinces, ça ne marchait pas, et donc j'ai dit il faut pousser la voiture. Donc vous voyez, j'ai un physique là, à moi tout seul, c'était évident que j'allais pousser la voiture. Donc je suis allée demander à des messieurs très gentils de pousser la voiture avec moi. Et du coup on a réussi à remarrer cette voiture, parce que je sais pas, 18h, la convention a fini à 19h, donc il devait être 19h30, un truc comme ça, donc évidemment dans le froid, parce que hier il faisait super chaud. Et pour me remercier, cette personne m'a donné un carton entier de chocolat. Et comme vous savez, il faut garder le taille. Donc, je vais profiter de bon karma. Le moral, c'est faites des bonnes actions. Allez, le dernier, vous choisissez. Ça, c'est une bonne action. Je t'ai entendu, Arco. On reconnaît ta petite voix de là-bas. Non, mais t'as vu comment il fait? Si tu voulais un chocolat, je vais venir devant. On parle à quelqu'un qui en a mangé moins 5. Non, 8, pardon, 8, il en a mangé 8. Voilà. Il y a beaucoup plus de chance que l'autre. Bon, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont manger des chocolats devant? Ah, je vois pas. Est-ce qu'il est bon? Ça a l'air. Et les autres, ils sont bons ou pas? Ok, est-ce que si vous voulez une bonne blague sur cette histoire, c'est qu'en plus, moi, j'aime pas le chocolat noir. Et donc, ils sont tous au chocolat noir. Donc, on m'a remercié avec un gros carton de chocolat que je peux pas manger. Mais du coup, je suis ravie de vous faire partager si vous avez ça. Je savais pas que c'était le chocolat noir. Tu m'en as proposé. J'avais pas le chocolat noir. Tu l'as mangé? Ah non? Bon, bah alors, il est où le problème? Si tu l'as mangé et que tu l'as pas aimé, bon bah je pourrais comprendre, mais si tu l'as aimé, ça tu vraiment comme le chocolat noir. Est-ce que tu veux goûter? Parce que je crois qu'il va rester une logique implacable. Ah voilà, et que finalement il y a deux. Alors une autre anecdote, puisque je balance les autres. Pas sur moi j'espère. Elle veut m'épouser. Oui, ça c'est vrai. Mais elle connaît pas mes goûts en termes de chocolat. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Mais c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Explique parce que tu balances les dossiers. Explique. Faudrait Arco son. Arco, viens. En fait, je suis passée devant elle apparemment lors d'une convention. Et elle alors, on appelle Arco, mais à vrai dire, on va commencer et on est 3. Bon, bah tant pis, la suite. Et on va commencer à 4. Est-ce que quelqu'un veut monter sur scène pour nous rejoindre? Arco. Il était où? J'ai vu. Ah, tu veux venir? Allez, viens là. Alors, avant toute chose, on va demander, est-ce que quelqu'un du public veut nous rejoindre?
Voyez non plus. Non, personne n'ose. Ah, tu veux? Ah, alors, on va te donner un rôle un petit peu spécial. Alors, par contre, on n'a pas une quatrième chaise. Mais je vais expliquer tout ça et je sais pas si tu peux monter par là. On va te faire monter, t'inquiète pas, on va amener quelqu'un pour te faire monter. Et Arconos arrive. Ah, alors, en fait, il faut que tu fasses le tour par là. Et... C'est moi qui fais un Arsène? Tu ailles là derrière et tu fais le tour. Voilà, on va se serrer un peu. Déménage. On se pousse. Il y a le vélo des voies. Voilà. C'est toute une organisation. C'est un chocolat. C'est du chocolat noir. Alors, bienvenue à tous. Nous allons commencer une conférence participative, comme vous pouvez le voir, sur le cosplay et plus spécifiquement sur la prestation de cosplay. Alors, je vois, il y en a parmi vous, clairement, qui sont déjà des cosplayers. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà passés en concours de cosplay? Alors, ouais, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont jamais passés en prestation, enfin, en concours de cosplay, mais qui aimeraient le faire un jour? Ouais, ok. Aussi. Alors, j'ai eu des gens tout à l'heure qui sont passés sur mon stand et qui m'ont dit, alors, effectivement, moi j'aimerais beaucoup faire du cosplay en concours, mais alors, ce qui me dérange, c'est qu'il faut créer une prestation, il faut faire une bande-son, il faut faire une vidéo. C'est un petit peu compliqué, ça paraît un peu, c'est vrai, quand on voit un concours de cosplay sur scène, ça paraît un peu impressionnant, on se demande comment est-ce que je passe de moi, mon costume que je vais fabriquer chez moi toute seule, sans que personne me regarde, à monter sur scène, incarner son personnage et créer tout un univers autour en l'espace de quelques minutes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en même temps, c'est aussi très très long et ça peut vraiment faire un petit peu peur et être le point qui fait reculer à l'idée de participer à un concours de cosplay. Donc l'idée de cette conférence, c'est de parler ensemble de ce que c'est qu'une prestation cosplay et plus précisément de comment on compose à partir des personnages qu'on a envie d'incarner une prestation pour un concours de cosplay sur scène. Alors, là on va participer tous ensemble et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'on va fonctionner un petit peu comme un jeu de rôle. Donc là nous sommes une bande d'amis cosplayers qui avons envie de participer à un concours de cosplay et l'idée c'est qu'on va fabriquer ensemble notre prestation de cosplay, on va la composer tous ensemble. Donc je fais un petit rappel, qu'est-ce que c'est une prestation de cosplay? Donc c'est quand on passe sur scène en concours, en fait on va incarner le personnage pendant une durée assez courte, donc ça peut être 45 secondes quand on est en solo, ça peut être 3 minutes, voire 5 minutes si on est en groupe. On va donner une bande son à la régie qui va être passée en même temps qu'on sera sur scène. Parfois on peut aussi mettre une vidéo, donc ça peut être une prestation qui va reprendre une scène de l'œuvre originale, donc que ce soit un animé, que ce soit un manga, ou alors ça peut être quelque chose, une création totalement inventée, avec des références à la pop culture, avec du coup de l'humour très souvent. Il peut y avoir beaucoup d'actions sur scène, souvent on trouve des combats. Un classique aussi, c'est de danser avec son costume, donc en s'éloignant un petit peu du personnage original, mais en général en concours, on retrouve toujours des prestations de danser. Et du coup, on peut aller chercher dans des registres assez différents. Ça dépend tout simplement du concours auquel on participe. Souvent, les concours généraux, on n'a pas vraiment de critères particuliers, mais par contre, quand on participe à des concours plus importants, des fois, on est obligé de respecter l'œuvre originale et de recréer quelque chose qui est vraiment soit une scène complète, soit quelque chose qui est vraiment tiré de l'histoire telle qu'elle existe déjà. Donc, revenons à notre situation. Donc, nous sommes des amis cosplayers qui avions très envie de participer au concours cosplay de Geek Life. Et voici donc ce qui nous est arrivé. Alors, nous venons de recevoir un email à propos de votre inscription
inscription au concours de cosplay Geek Life. Bonjour, nous n'avions pas pu accepter précédemment votre candidature au concours cosplay de Geek Life car le concours était complet. Et on était tous très déçus, mais on s'y est pris un petit peu tard. Et sachez-le, hein, quand vous voulez vous inscrire à un concours de cosplay, en fait, il faut bien vérifier les dates limites d'inscription parce que c'est arrivé, je pense, à certains d'entre nous déjà et peut-être à certains d'entre vous également, en fonction des organisateurs du concours. Des fois, il faut s'y prendre 2 semaines à l'avance histoire d'envoyer toutes ces images de référence, sa bande-son et tout ça, de manière à ce que l'association ou l'organisation qui vraiment gère le concours puisse aussi préparer suffisamment à l'avance. Et nous, voilà, novices que nous sommes, nous nous sommes pris beaucoup trop tard. Mais un groupe vient d'annuler sa participation. Nous avons donc une place pour vous. Si vous êtes intéressés, envoyez votre bande-son avant minuit, afin que nous ayons le temps de la traiter. Bonne chance, l'équipe du concours cosplay. Donc c'est génial, on a reçu un email nous disant que finalement on peut participer au concours de cosplay de Geek Life, qui est donc dans l'histoire, hein, ce sera demain. Et la seule chose, c'est qu'il va falloir qu'on envoie très vite pour que ça puisse être inclus dans les passages du concours. Donc, si vous ne le savez pas, je vous précise quand même que créer une bande-son de cosplay, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on enregistre nos voix, il va falloir qu'on mixe le tout, pour que tout soit à peu près à la même hauteur, il va falloir qu'on rajoute des bruitages, il va falloir voilà, il y a l'enregistrement et ensuite il y a toute la post-production qu'il y a autour pour créer quelque chose qui soit impactant, qui puisse vraiment soutenir notre prestation. Donc là, on a jusqu'à minuit pour créer notre bande-son. Donc avant toute chose, là, il faut qu'on se dépêche de créer notre prestation, de réfléchir à ce qu'on veut faire, d'écrire nos dialogues. Et là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps et on va essayer de se dépêcher un maximum pour créer quelque chose d'intéressant. Mais, vu qu'on ne pouvait pas participer au concours, eh bien, on n'a pas préparé des costumes en fonction. C'est-à-dire que là, on a une place au concours, c'est génial, il va falloir juste qu'on fasse notre bande-son, juste ça. Hein. Mais vu qu'on n'a pas eu le temps de préparer, eh bien, on va prendre des costumes qu'on a déjà. Et c'est là que ça va commencer à devenir drôle, parce qu'on va essayer de créer une prestation à partir de personnages, mais qui ne vont pas du tout venir du même univers. Donc pour savoir de quel personnage on va partir, eh bien c'est là qu'on va tirer au dé nos personnages. Qui veut commencer? Je t'ai piqué la place, la princesse. Alors vas-y, est-ce que tu veux la table pour pas qu'on l'envoie dans le public? Et j'ai fou de quoi du coup à coller. Donc tu tires. 6. Bon, alors, tirez pas tous en 6 parce que ça va être un petit peu bizarre. Alors je dis volontairement pas à l'avance de quoi il va s'agir, vous allez voir tout de suite après. C'est encore un 6. Alors le dé n'est normalement pas clippé. Secoue-le bien. Alors, on a un 4. Et moi je vais prendre aussi pour moi. Alors, j'ai un 4 aussi. Bon, allez, je vais le relancer. 2, voilà. Comme ça on n'a pas trop la même chose. Est-ce que tu veux le faire aussi maintenant? Et tu as un 5. Alors, vous vous souvenez tous de vos chiffres? Ok, alors on y va. Donc, de 1 à 3, c'est un protagoniste. Donc moi, je vais avoir un protagoniste. De 4 à 5, c'est un antagoniste. Donc, vous allez avoir aussi un antagoniste. Et 6, c'est une mascotte. Donc, je redis rapidement, le protagoniste, c'est un personnage principal. C'est le personnage qu'on va suivre. Donc, souvent, il n'y en a qu'un seul. Mais voilà, en général, c'est un gentil. Et c'est... Voilà, c'est le héros de l'histoire assez souvent. Antagoniste, alors c'est pas forcément un méchant, c'est souvent un méchant, mais c'est surtout quelqu'un qui va chercher à bloquer la route du personnage principal. Et la mascotte, alors ça, tout ce qui va rentrer là-dedans, c'est les personnages, tout ce qui va être comic relief, c'est-à-dire les personnages qui sont là pour apporter une touche de légèreté, une touche d'humour, et c'est également les personnages qui sont non humains. Voilà, donc tu vas pouvoir choisir un personnage de mascotte. Et alors voilà, moi je suis protagoniste, donc j'ai le droit à ces personnages-là. Donc j'ouvre mon placard et voici ce que j'ai en stock parmi mes costumes. Donc on a des personnages plutôt à tendance masculine, plutôt à tendance féminine. Donc moi je vais dire, allez, je vais prendre Lara Croft. C'est pas un excellent choix. Voilà, il n'y avait pas d'autres protagonistes.
Si, toi? Alors, est-ce que tu peux choisir un personnage? Alors, essaie de choisir un personnage que tu connais et avec qui peut-être tu sens une affinité ou au moins que tu peux réussir à l'utiliser facilement. Tanjiro. Donc, tout le monde voit qui c'est. Donc, Lara Croft, c'est dans Tomb Raider, c'est une série de jeux vidéo à la base. Et Tanjiro, donc, c'est le personnage de Demon Slayer, le personnage principal. Ensuite, donc, on a nos deux protagonistes. Les antagonistes, voilà, donc j'ai une liste plutôt pareil, plutôt masculine, plutôt féminine. À vous de choisir. Alors, qui était antagoniste? C'était toi. Maléfique, ça dirait bien, je trouve. Ouais, j'étais plutôt partie sur Maléfique aussi, ouais. On est sur Maléfique. On va prendre une Maléfique, ok. Et donc, on a deux mascottes. Bon, ça peut être drôle quand même. Donc, Moi, je te la. pour des personnes qui, voilà, il y a Yoshi. Voilà, il y a des personnages un peu plus âgés, on va dire. C'est donc Olaf, c'est évidemment la Reine des Neiges. Yoshi, donc c'est l'univers Nintendo assez large. Kit, en fait, c'est la voiture de K2000. Je sais pas si vous. Ouais, parce que c'est un peu plus ancien, donc je précise. Et Aquaku, c'est le masque, vous savez, le masque protecteur dans Crash Bandicoot. Je connais pas. Alors, ça fait office de vie supplémentaire, ou ça prend les dégâts à la place du personnage principal. C'est un petit masque qui se balade. Donc, typiquement en cosplay, comment est-ce qu'on représenterait ça? Certainement avec une combinaison intégrale noire et juste le masque qui se promène. Vu qu'il n'y a pas de corps spécialement, voilà. C'est vrai que des fois, on sacrifie un peu un des cosplayers sur scène pour en faire l'accessoiriste. Ou alors en combinaison intégrale noire avec juste quelque chose qui se balade au bout. Et du coup, typiquement, Aquaku, ça pourrait être cette technique-là. Donc, tu avais dit Yoshi. Alors, Yoshi et Kit, ça peut être intéressant parce que ce sont plus ou moins des modes de déplacement. Alors, Yoshi n'est pas que ça, mais ça peut aussi, on peut se dire, si on choisit ça nous permet d'avoir un déplacement, de changer d'endroit dans l'histoire. Aquaku, c'est éventuellement si on a un combat ou s'il se passe quelque chose où quelqu'un va être blessé ou va être touché par quelque chose, hop, on peut dire que Aquaku prend le dommage à sa place et disparaît. Et Olaf a une fonction un petit peu de narrateur, donc ça peut être aussi intéressant à inclure dans une presta cosplay. Voilà. Je veux bien être là parce que j'adore le monde, donc ça me va. Ok, donc on a un Olaf et un Yoshi. On a Maléfique et du coup moi je suis Lara Croft et Tanjiro. Donc, lorsqu'on est dans un cas de figure comme ça, c'est-à-dire un gros groupe où on va avoir des personnages issus de n'importe quel univers, ça peut être un peu difficile de se dire qu'est-ce qu'on va faire comme prestation, tout simplement parce que il n'y a pas forcément de cohérence entre les différents personnages et c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on va faire sur scène. Alors, en général, ce qu'on fait dans ces cas-là, et c'est aussi le cas quand on fait des personnages d'un même univers, on va se demander, parmi les personnages qu'on a sélectionnés pour les représenter en cosplay, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme histoire sur scène comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des laps de temps très très courts, quelques minutes tout au plus. Donc il va falloir très rapidement qu'on voit qu'est-ce qui peut se passer entre les différents personnages. Donc là en l'occurrence, on va faire un rapide tour de table et on va se dire, nos personnages en fait, dans l'histoire originelle, qu'est-ce qu'ils recherchent comme but et comment ça peut justement s'articuler. Donc, est-ce que tu veux commencer peut-être? Non, alors je vais commencer. Alors, moi, mon personnage, j'avais pris Lara Croft. Donc, Lara Croft, c'est un petit peu une chasseuse de trésors qui parcourt le monde entier à la recherche de pièces archéologiques. Donc, voilà, son but, c'est de collecter des objets de collection, des objets de collection plus ou moins historiques en général, avec un intérêt culturel. Je pense qu'on peut résumer comme ça ses motivations. Donc, Maléfique. Je ne suis pas une grande experte de Maléfique, mais elle est belle et elle cherche la vengeance. Voilà. Elle est frustrée, elle est frustrée et elle cherche à récupérer quand même un peu de prestige. Voilà, exactement. Pas en faisant le bien, mais... Donc on a une bonne... C'est Maléfique du film. C'est à toi de choisir. C'est ton placard, c'est ton cosplay.
Donc c'est toi qui vois si tu veux le dessin animé, si tu veux le conte. Non, je suis full méchante, je suis full pas cool. D'accord. Voilà. Ouais, donc on n'envisage pas d'excuses ni rien. Non. C'est bien d'avoir vraiment un antagoniste très fort dans une presse à cosplay. Est-ce que tu vois un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous décrire justement ton personnage? Voilà, qu'est-ce qu'il souhaite faire dans l'œuvre originale? Alors, effectivement, c'est plutôt un personnage protecteur. C'est-à-dire qu'il va chercher effectivement à protéger les gens autour de lui, surtout les gens qui sont un peu plus faibles, qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes parce que du coup, il est quand même face à des démons qui sont assez forts. Donc, il cherche à protéger la population, à protéger notamment ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Il cherche du coup à devenir plus fort pour avoir justement plus de capacité à mettre dans sa quête. Donc c'est des motivations qui sont assez marquées. Et dans un groupe, je pense que justement, il peut faire office de protecteur par rapport aux autres personnages autour de lui. Et je pense que tu peux aller un petit peu plus loin du coup et dire que il va tout de suite identifier les méchants, la méchante. Et essayer de voir comment il peut lutter contre elle. En fait, vous avez tous à peu près à l'idée des Demon Slayer, ça fonctionne par arc, donc il y a souvent un méchant ou un groupe de méchants qui apparaît et il y a toute une progression, toute une construction avec un entraînement pour réussir à battre. Et du coup, évidemment, ils sont tous toujours de plus en plus fort, donc le héros doit à chaque fois être lui-même plus entraîné pour être prêt à les combattre. Est-ce que donc là on a les deux mascottes, est-ce que vous voulez peut-être préciser vos personnages? Alors, vu que c'est des personnages un petit peu annexes, ils n'ont peut-être pas forcément des motivations très, très définies, mais peut-être juste de manière générale comment ils se comportent. Ok. Donc Olaf c'est un personnage qui est très dangereux, qui a tendance à avoir quand même toujours le bon côté des choses. Il est très souriant, toujours de bonne humeur, et il croit clairement au bonheur. Moi, c'est la vision que j'ai de lui. Oui, donc il a juste envie que ça se finisse bien en fait. C'est ça. Il dit que l'histoire se finisse bien. Un personnage gentil qui a envie de tout se passer bien. Ok, ouais, non, du coup ça s'intègre bien dans une personne. Alors moi je suis pas très univers Nintendo, je connais Yoshi de Cara Design. Après c'est motivation profonde, je sais pas trop ce qu'ils cherchent. Souvent avec ce genre de personnage c'est un petit peu difficile à trouver. Après ça peut être un personnage totalement neutre qui va traverser la scène, qui va traverser la prestation comme ça et puis qui va... je me dis c'est toujours le personnage qui va rattraper celui qui est devant lui en fait. Voilà. Après c'est intéressant aussi parce que lorsque l'on décide de recréer un personnage, encore plus quand on veut l'incarner sur scène et qu'on crée une prestation autour de ça, alors certes on peut se baser sur l'histoire originale, parfois elle donne pas beaucoup d'indications, donc on peut essayer de farfouiller au maximum, mais on a toujours une part de soi-même, une part de sa propre interprétation qui va jouer. Donc en fait c'est ta perception de Yoshi qui va aussi déterminer ce que tu as envie de faire dans une prestation. Voilà, donc on a à peu près nos motivations, on reprend rapidement. Donc Maléfique, bon, elle n'est pas gentille, on est d'accord avec ça. Elle n'a pas de bonnes intentions. Elle veut se venger. Donc on pourra se dire, est-ce qu'elle veut se venger de quelque chose? Est-ce qu'elle arrive dans la prestation et elle veut déjà se venger de l'affront qu'elle a subi par le passé? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas nous, personnages principaux, qui, sans nous en rendre compte, allons créer justement quelque chose de frustrant ou de vexant pour elle? Donc voilà, ça peut commencer à lancer une réflexion là-dessus. Et donc on sera, je pense qu'on sera nous deux en personnages principaux. On aura notre méchante et nos deux clous. Ouais, voilà, c'est ça. Ça t'amuse, hein? Ouais, c'est trop bien d'avoir fait un fils, Olaf.
Mais écoute, moi ça me va d'être là. Je suis pas une sorcière au moins. T'es pas belle. Vous avez vu ce c'est le monde du cosplay. Donc la suite logique, on en a déjà un petit peu parlé du coup avec nos deux mascottes, c'est définir un petit peu comment sont les personnages, quels sont leurs traits de caractère, quelles sont leurs personnalités, et du coup essayer de farfouiller un petit peu plus et essayer de déterminer quelles peuvent être les affinités qui se créent entre chaque. Donc je reprends mon personnage, donc Lara Croft qui cherche un petit peu, qui est chasseuse de trésors, qui est très autonome. Souvent elle est seule dans les jeux, elle a quelques alliés, mais globalement c'est plutôt un personnage qui joue en solo, contrairement justement à Tanjiro qui lui est, il est dans une équipe, en fait il est déjà inclus dans une équipe de 3 personnages principaux, et en plus de ça, il fait partie d'une organisation qui lui relaye les informations et qui l'envoie en mission. C'est vraiment un personnage qui va plutôt avoir l'habitude de travailler en petits groupes. Et du coup, voilà, là on est sur quelque chose d'un petit peu différent pour Lara Croft. Maléfique, beaucoup. Effectivement, elle se vexe facilement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Il y a vraiment un esprit de vengeance, un ego peut-être un petit peu des chevilles un peu enflées. Je pense que c'est facile de la tourner au ridicule aussi. Oui, je pense qu'elle a effectivement une apparence très digne et matière. Et la moindre vexation, je pense, peut tourner au drame. Et là, si tu introduis l'idée de la tourner facilement au ridicule, et on s'est demandé déjà tout à l'heure, est-ce que, effectivement, elle est pas contente par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé, parce que elle est pas contente, c'est dans son personnage, ou est-ce que justement il va se passer quelque chose. Donc là, ça peut être intéressant de faire un tout petit truc sur scène qui crée un drame pour elle. Je pense qu'on peut se dire que sans le vouloir, nous deux, en faisant notre quête de base, on va... J'ai dit un truc. Vas-y, un truc, si t'as une idée. Joe, il a besoin d'un corbeau dans cette mission. Ouais. J'ai un corbeau. Il m'a piqué mon corbeau. Est-ce que ton corbeau, ça s'appelle Yoshi? Et en plus, mon corbeau, c'était lui. Alors c'est pas mal, parce que Tanjiro, on peut dire, surtout que Tanjiro est assez jeune. C'est un personnage qu'on suit, on le prend tout jeune et on suit son évolution progressive. Donc c'est souvent très marqué que c'est un personnage qui est plutôt innocent, plutôt naïf au début, et petit à petit, il se prend des coups avec les différents opposants qu'il a, et il apprend à chaque fois. Mais à la base, c'est quand même, il apparaît dans l'histoire. Il ne demandait rien, il lui est arrivé un drame, mais à la base, il voulait juste vivre une vie normale. Donc, et mon corbeau, c'est symbolique. Mon corbeau, c'est symbolique. Du coup, j'envoie une chasseuse de reliques rechercher mon corbeau. Parce qu'au final, les deux héros ne sont pas obligés d'être dans la même team. Non, je pense effectivement, vu qu'on travaille, on ne fonctionne pas du tout de la même manière, Lara Croft et Tanjiro, je pense qu'on va se rencontrer de manière un peu fortuite. Mais, donc Tanjiro et Maléfique, ce sera plutôt Tanjiro passe devant le corbeau de Maléfique, il croit que c'est son corbeau à lui, il croit que c'est son nouveau message. Et Maléfique, évidemment, elle voit ça, non mais t'as cru quoi que c'était un facteur? Enfin, c'est mon corbeau. Et voilà, et ça y est, c'est la fin. Le drame. Donc là, on a le côté un peu drama queen de Maléfique. T'as la couronne, c'est parfait. Donc on a le côté un peu, pas bébête, mais un petit peu naïf de Tanjiro. Est-ce que vous avez des idées d'éléments de personnalité que vous avez envie de mettre justement en œuvre? Comme je suis une mascotte, je peux être aussi de mon côté. Et en voyageant, en fait, je suis un dinosaure. Je suis carnivore, j'ai faim. Je vais d'un point A à un point B, et qu'est-ce que je vois? Un corbeau aussi. Je suis une mascotte, mais la mascotte a un rôle. Yoshi qui mange des corbeaux, je ne sais pas si c'est très violent, peut-être. Très une caractère, mais. Voilà. Je suis peut-être un messager aussi. Je peux être le corbeau en même temps messager. Est-ce que tu peux pas. Est-ce que Maléfique pourrait pas
Du coup, vu que son corbeau a été souillé, Le prendre. du coup, elle en veut plus. Corbeau. Elle veut quelque chose de mieux, de plus grand. Est-ce qu'elle prendrait pas un dinosaure? Plus un dinosaure qui voyait la démesure. Je pense qu'il y a moins de risques parce que je me fasse choper par un autre personnage. Ouais. Ok. Et alors, comment tu voudrais faire participer ton personnage dans l'histoire? Sachant que les moments, ils sont venus comme assez négatifs. Moi, je peux avoir, mon personnage, il peut avoir un côté totalement décalé. Des moments de. Je sais pas, c'est un peu la bataille en mode coucou, moi j'adore les gros câlins, alors que en fait c'est pas du tout Raconte l'histoire en chantant. Mais c'est ça, c'est un peu difficile parce que les narrateurs chantant, on a une comédie musicale. Ouais. Où les Mitty. Comment il s'appelle? Mitty. Lui qui chante sur le jeu vidéo. Qui chante qui? Les jeux vidéo. Tout à l'heure, qui j'ai fait une photo. Ah, je sais pas. Ah, lui. Lutti, c'est ça. Lutti, mais dans le principe. Tu vois, tu chantes sur ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu serais le narrateur. C'est ça, exactement. En chantant. Mais je chante très mal par contre. Non, c'est ça. C'est d'autant mieux chouette avec Olaf, c'est qu'il peut toujours servir de narrateur, même si on n'arrive pas à l'intégrer, même si on n'arrive pas, voilà, c'est un bonhomme de neige, pas forcément partout où on en trouve, mais il peut toujours servir de narrateur. Donc ça peut toujours être Yoshi seul en scène Olaf seul en scène au début, et je vais vous raconter une histoire. Il s'est passé quelque chose l'autre jour, faut que je vous raconte. Mais tu vois, il peut avoir des interventions du style, par exemple, il se passe quelque chose, hyper dramatique, et la pause, tout le monde s'arrête, et Olaf il passe en mode tadam, il est en train de se passer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, Maléfique qui est en mode punaise, je suis trop vexée, pause, et Olaf qui arrive un peu en chantant Maléfique est trop vexée. Il y a deux possibilités, soit effectivement, du coup on peut faire les deux, hein, ça se trouve on peut très bien faire. À un moment, tu racontes quelque chose qui fait avancer l'histoire, ou vraiment tu donnes, ou alors tu donnes ton interprétation, tu rajoutes un petit quelque chose, ou alors à un moment, tu passes et tu dis, et alors à ce moment-là, il se passe ça, et c'est totalement évident, et ça vient de se passer, et ça n'apporte strictement rien. Et ça rajoute justement ce côté décalé. Et ça peut avoir un côté drôle. Et là, forcément, oui, du coup, c'est totalement un comique de situation. Ok, donc on voit à peu près comment ça va fonctionner. Il y a toi aussi. Et voilà, et moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas... voilà, ouais, comment moi j'arrive là-dedans? En deltaplane, déjà. En deltaplane. On n'a pas dit que Maléfique t'envoyait son chef corbeau. Moi, en fond du corbeau, j'ai un dino. C'est ça, en fait, je vois quelque chose d'assez évident. C'est le dino. Et s'il y a quelque chose qui peut raccrocher Lara Croft au reste, c'est bien le dino. Tu veux me prendre mon dino? On peut dire que Lara Croft arrive après que tu aies décidé de prendre Yoshi, parce qu'en fait c'était le dino qu'elle peut chasser. Ah, d'accord, t'étais déjà dessus, quoi. Déjà dessus, sur le topic, quoi. Bref. Alors, du coup, on va essayer de reprendre tout ce qu'on a dit. Il faut savoir quelque chose, quand on fait une prestation cosplay, il va falloir qu'on prévienne la régie, pour leur dire à quel moment commence la prestation, est-ce que c'est quand on est déjà sur scène, ou est-ce que ça doit commencer, la bande-son doit commencer et ensuite on monte sur scène. Donc, quelle ouverture on décide? Est-ce qu'on décide que Maléfique est sur son trône, tu vois bien, elle a son corbeau? Est-ce qu'on décide que Tanjiro il est justement à la recherche du corbeau pour sa prochaine mission? Est-ce qu'on prépare quelque chose comme ça, Tanjiro tranquillement qui cherche son objet? Ouais. Donc la scène serait une bande, globalement. On aurait d'un côté Maléfique, de l'autre côté Tanjiro. Ouais, alors, on va essayer de résumer ça. Toi, clairement, il faut que tu sois là dès le départ, parce que c'est toi le narrateur, et c'est toi qui vas nous raconter l'histoire. Je suis d'accord. On va dire Olaf au début sur la scène. Une fois que Olaf, tu rentres sur sa scène,
tu te mets au milieu, ça, on a Olaf déjà présent, et là, on lance la bande. Ok, voilà. Et qu'est-ce que tu nous racontes? Ça dépend dans quelle optique on se lance. Si on se lance d'abord, on commence un peu sérieux pour expliquer. On commence par il était une fois. On est en bien sûr. Version honte. Bien sûr, mais est-ce qu'on commence direct sur quelque chose d'un peu décalé ou est-ce qu'on commence direct sur quelque chose de sérieux? Parce que si on commence sur un truc de sérieux, on commence par il était une fois, maléfique, blablabla, à l'excès, ou on commence par en essayant de dire des trucs un peu drôles de fait partie. Il était une fois, alors, soit il était une fois une grande reine, magnifique, fière, avec son corbeau majestueux. Et là, tu continues avec Tanjiro. Ou alors, est-ce que il était une fois un jeune garçon investi d'une mission, celle de chasser des démons. Toutes les semaines, il recevait sa nouvelle mission par corbeau. Et cette semaine, le corbeau tarde à venir. Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez globalement? Vous préférez commencer par un méchant crime ou par Tanjiro? Alors du coup, ouais, ce serait avec l'un de vos deux personnages. Moi, j'aurais plutôt la méchante reine qui a déjà perdu son corbeau. Peut-être. Je pense que là, vous devez présenter déjà la situation comme quoi Maléfique a déjà perdu son corbeau par Tanjiro et qu'elle a déjà réadopté un nouveau corbeau qui est autre que Yoshi. Et là, l'élément perturbateur, ce serait effectivement Aracroft qui vient récupérer cet artefact fossilisé qu'est Yoshi. Et là, commencerait le vrai scénario avec l'élément perturbateur, but et de prestation, sachant qu'une prestation a un temps limité et que c'est difficile avec 5 personnages qui n'ont rien à voir dans l'univers. Tout à fait. Et ça arrive à une conclusion. C'est toute la difficulté. On va partir sur un truc du style il était une fois Maléfique, la méchante sorcière avec son chapeau sombre, vexée d'avoir perdu son corbeau, a adopté un dino. En plus, j'ai fait le rayon. Mais du coup, la difficulté est la même, c'est-à-dire qu'en une ou deux phrases, il faut que l'on crée une scène. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est que lorsqu'on est en concours de cosplay, en général, il va y avoir 10-15 participants. Donc pour que le public puisse vraiment comprendre rapidement une scène, il faut que ce soit assez visuel. Et raconter, c'est bien, mais du coup, ça nécessite que les gens s'imaginent la scène et que ça soit... c'est pour ça, effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, soit on fait advenir les choses que tu racontes là, et comme ça, ça prend toute la durée de la prestation, et comme ça, ça s'est produit devant les gens, donc c'est assez facile à comprendre. Soit, effectivement, on donne une situation initiale, mais plus elle est longue, plus déjà elle va prendre du temps à se dire, tout simplement, et ensuite à être comprise. Donc, est-ce que ça vous paraît une bonne idée que tout se soit déjà passé? Alors, plutôt ça? Ouais, plutôt ça. On a l'aide de l'écran qui peut faire venir. Donc ça voudrait dire on créerait une petite vidéo avec les différents personnages. Soit une vidéo à l'écran, soit en montrant déjà sur scène les actions en rapide, mais en montrant Yoshi au pied de Maléfique déjà, et puis Tanjiro plus loin avec son corbeau sur le bras. Et puis la rapporte qui arrive en tête à place. Et après tu peux jouer avec les lumières, c'est-à-dire qu'au début quand tu parles de la reine et le spot et sur la reine et Yoshi, puis le spot s'éteint et il y a le spot qui s'allume sur Tanjiro et son corbeau quand le narrateur parle de ce moment-là. Et ensuite le spot faut jouer avec les lumières aussi. Alors c'est pas mal du coup. Ça permettrait d'avoir Tanjiro qui soit en total décalage tout du long. Il est avec son corbeau et tout ça. En fait, tout a commencé à cause de lui parce qu'il s'est trompé de corbeau et il se rend compte de strictement rien du tout. Et on le voit avec son corbeau faire le tour de la scène derrière et puis être complètement indifférent au reste de l'action. Ça, c'est pas mal du coup. Donc, on a Olaf qui nous raconte qu'il était une fois une reine
une reine magnifique avec son corbeau majestueux, mais un jour, un garnement dissipé se trompa de corbeau et la reine se retrouva démunie et adopta un dino. Et adopta un dino. Et donc, logique. Voilà. Logique, elle a fait un dinosaure. Quand on perd son corbeau, autant. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre un dino. On peut dire un truc du style qu'elle est tellement vexée qu'elle a décidé de passer à au-dessus. Oui, alors, et du coup, elle adopta un dino. Un dino farouche et cruel. Et là, on peut avoir Yoshi qui arrive avec un bruit, ou un petit bruit de jouet qui couine. Est-ce que, pour animer tout ça, parce que pour le moment, en fait, on dit ce qu'il pourrait dire et pas ce qu'il pourrait faire, est-ce que moi, en tant que narrateur, on ne pourrait pas assister en fait, à des scènes animées, mais à certains moments? C'est-à-dire que quand j'avoue que j'ai vu Il était une fois Maléfique, Maléfique c'est mis en mouvement, la reine, machin, etc. Et après quand on parle de Giro, il est un peu naïf, donc la reine s'arrête et c'est Don Giro qui bouge, il est un peu naïf, et donc on parle du Dino, c'est le Dino qui se bouge. Et du coup, avec cette histoire de spot, comme si d'illuminer la scène, il la faisait bouger. Et dès que le spot disparaît, ça s'arrête. Et avec moi, du coup, qui circule et qui dit, Alors là, vous pensez vraiment à une belle scène avec une régie lumière. Oui, c'est pas dans tous les concours de cosplay. Nous, on participe à ce qu'on a en fait. Et on est au Geek Life. Ok, exactement. donc dans le meilleur des mondes. Voilà. Il y a deux possibilités. Soit effectivement, tout le monde est sur scène dès le début, et il va y avoir des spots de lumière qui vont éclairer différents personnages, mais du coup il en faut plusieurs, et il faut toujours faire attention à ça. Lorsqu'on prépare une prestation de cosplay, il faut toujours réfléchir à quel concours on participe, dans quel lieu. Le plus d'informations techniques on a, mieux c'est, parce qu'on peut vraiment préparer en fonction. Si on sait que ça va être une salle éclairée, là par exemple on est à l'intérieur du hall, donc on a des lumières extérieures, même si on coupe les spots qu'il y a autour, on aura toujours l'éclairage autour. Donc si on veut faire des jeux de lumière, par exemple des bandeaux de LED dans une super armure, ça vaut mieux peut-être plutôt le privilégier sur une scène où il va y avoir une semi-obscurité. Que ce soit dans un amphi ou quand il y a vraiment une capacité à maîtriser la lumière qui donnera sur la scène. Et là c'est pareil, du coup, est-ce que c'est facile de monter sur scène ou pas? Parce que Après, en fait, dans tous les cas, je pense que Olaf et Maléfique doivent être là dès le départ. En fait, je pense que le truc des scènes, ça peut se faire de plusieurs manières. Dans le meilleur des mondes, ça peut se faire avec de la lumière. Oui. Dans le pire des mondes, ça peut se faire où tout le monde est sur scène et par contre très immobile, et quand on leur parle, ils se mettent à bouger. Ou, je sais pas, il y a un peu imaginer qu'on a un immense important et voilà ça. Et en fait, c'est le personnage qui sort au moment où on parle de lui. C'est Olaf, quand il passe, qui tire le rythme de concours. Oui, voilà, exactement, pour découvrir les scènes, etc. En fait, il y a, je pense, des degrés du pire au mieux. Ouais. Au pire, tout le monde est sur scène, on voit tout le monde. Au mieux, on a des lumières, ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est quand même faisable avec tout le monde. Et l'idée d'avoir des scènes animées, des scènes fixes, ça peut apporter un vrai plus dans la prestation. Et au niveau du ton de la prestation, ça me semble assez évident qu'il faut jouer sur un visuel assez léché au début qui paraît sérieux. Mais en fait, il y a des dingueries qui arrivent, genre le Yoshi, genre des bruitages où tu dis, je rigole ou où tu t'y attends pas, il y a une dissonance entre le visuel et je pense que c'est important. Vraiment, c'est une prestation humoristique, mais il faut que chaque personnage tienne son rôle, notamment si c'est un rôle très sérieux. Donc il y a une subtilité, c'est parce qu'il y a aussi plusieurs degrés de lecture. Il y a celui du narrateur qui raconte au public quelque chose, une histoire, et les personnages qui eux sont totalement à fond dans leur histoire. Et faut pas oublier que le côté mécanique peut venir de Olaf. Olaf, c'est quand même un personnage qui est de base très bien joué. Donc si on regarde dans cet état d'esprit-là, moi je vois bien le petit Olaf qui sautille partout, qui parle de la méchante sorcière, et la méchante sorcière qui est vraiment le regard noir, vraiment partout, etc. Ça crée déjà un premier décalage parce que chacun a un rôle qui est totalement opposé mais qui sont au même endroit.
Effectivement. J'ai une question quand même sur mon personnage. Est-ce que justement ce serait pas le seul personnage qui rentre sur scène au milieu? Parce qu'on parle du coup de deltaplane, alors pourquoi pas, hein, mais c'est quand même l'élément perturbateur. Parce qu'on a une situation initiale qui est issue justement de ce que raconte Olaf, c'est-à-dire il y avait Maléfique, elle avait un super corbeau, elle se l'est fait piquer, du coup elle a pris un dino. Sauf qu'en fait, le dino, il va être pourchassé par Lara Croft, mais peut-être pas dès le départ, parce que là, ça commence à faire beaucoup de choses à raconter. Est-ce que ce ne serait pas justement Lara Croft qui vient chercher... Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait chercher? Est-ce que vous avez une relique qui pourrait l'intéresser, vos personnages? Un collier, une couronne... La couronne de Maléfique, par exemple. Ouais. Et je pense que ça peut être un objet de, comment dire, d'échange entre la quête de Lara Croft et puis la plaisir profond de Maléfique dans le scénario. Ouais, je pense que du coup, Tanjiro, on le laisse de son côté jusqu'à la fin de la presta, c'est un peu l'élément récurrent. Avec le corbeau de Tanjiro, on peut arriver à une chute que personne ne s'attend. Ouais, peut-être à la fin. Ouais. Donc, Lara Croft arrive sur scène et elle voit. Alors, est-ce que. Je me souviens plus, Maléfique, est-ce qu'elle a un collier ou quelque chose de. Elle a une coiffe, elle a une coiffe connue. Oui, c'est vrai. Dans le film, elle a des ailes. Et dans Elle a le des film, ailes, elle vole les ailes. Alors, est-ce que je chercherais pas la corne de Maléfique? Ouais, ça peut être bien. En plus, il y a un petit côté, faut pas tuer les rhinocéros. Ça a un côté aussi, la corne de Maléfique, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand on connaît pas quand on connaît pas l'histoire. Elle a un sceptre. C'est très beau. Le sceptre, ça doit être, je vois la boule qui est sur le sceptre, ça fait beaucoup de précieux. Et on peut faire un petit côté décalé, vu que c'est Maléfique et Lara Croft ne sont pas censées se connaître, elles ne sont pas censées être dans la même histoire. On pourrait très bien avoir Lara Croft qui est à la recherche du sceptre maléfique. Mais en fait, elle a mal été renseignée. Le sceptre de Maléfique. Ah ouais. Donc voilà, toi tu racontes l'histoire, on a toute l'histoire du corbeau, du dino et tout ça, et Lara Croft arrive, et elle est aucun rapport, hein, elle est à la recherche du sceptre maléfique, qui permet de... bon, on peut dire, Lara Croft arrive avec ses notes, là, de quoi elle relit, ses carnets, tout ça. Je suis à la recherche du sceptre maléfique, qui lui seul peut permettre de libérer... je ne sais pas si vous avez joué à Tomb Raider, mais il y a toujours des histoires mythologiques derrière. Voilà, donc on peut se dire que le sceptre maléfique est une relique qui va lui servir à atteindre autre chose. On n'est peut-être pas obligé de préciser. Non, mais pour que ça a l'air épique en fait. Voilà, pour que ce soit la quête. C'est la quête de cet épisode de Tomb Raider. Il faut qu'elle rassemble 3-4 objets pour créer, pour invoquer quelque chose. Et notamment, il lui faut le sceptre maléfique. Et du coup, les anciens parchemins indiquent que le sceptre maléfique se trouverait par ici. Et là, elle tombe sur Maléfique. Ouais, en fait, je vais imaginer vraiment la Croft qu'on a les œufs de Tanjiro et de Maléfique. Et la Croft qui rentre tous ses papiers, comme tu dis, etc. Et à un moment, elle se retourne, bam, Maléfique. Maléfique qui est censée être hyper impressionnante et hyper charismatique, je pense. Mais si on reste dans le cadre de nos scènes qui sont animées, il faut trouver le moyen de... Est-ce qu'à un moment il y a une interaction entre Lara Croft et Maléfique où chacune interagit après l'autre? Alors j'ai peut-être une idée, parce que du coup, on a dit tout à l'heure ce qui relie Lara Croft au reste, du coup c'est le dino. Donc on peut très bien dire, elle rentre avec ses notes, je cherche le sceptre maléfique, apparemment tout concorde, il doit être par ici, et là on a le bruit de Yoshi, soit le speech de tout à l'heure. Encore un dino, c'est pas possible. Comment ils font pour toujours se retrouver sur mon chemin? Ou comment ils font? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un dino là où je cherche? C'est moi le boss final en fait, je pense. Après effrayant, c'est sûr. Et du coup, là, elle sort sur ses pistolets, les 2 pistolets classiques de Lara Croft. Et là, c'est là que Maléfique a dit « Ah non, pas encore !»
on va voler mon corbeau, je ne laisserai pas voler mon dino. Je pense qu'il peut être marrant, et ça je l'imagine en IRL sur scène, c'est qu'en fait Maléfique vient de comprendre que Lara Croft veut voler son sceptre. La seule manière pour elle de s'en sortir, c'est de monter sur le dos de Yoshi et de fuir la scène. Du coup, ce serait la chute. Ah oui, on est bien. Est-ce que tu es prêt à avoir quelqu'un sur le dos pour quitter la scène? Ça me dérange pas, hein, je peux, hein. Je retiens. Je le retiens aussi. Bon, oui, du coup, moi, je fais pas confiance. Oui. Alors, Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait des stops dans la scène. en sachant que toi, tu peux intervenir à n'importe quel moment pour soit faire quelque chose de décalé, soit faire évoluer l'histoire. C'est un peu notre Deus Ex Machina aussi. C'est pour ça que quand Lara Croft arrive, quand il y a la rencontre Maléfique, il faut qu'à un moment il y ait des pauses pour que moi je puisse dire quelque chose. Moi pour raconter ce qui se passe, alors que c'est plus évident comme on dit hier. Ah, ça peut être toi qui nous dit ce que la raconte cherche. Oui, on peut potentiellement voir Lara Croft avec ses papiers, ses tout seul, je sais pas, que sais-je, et Olaf qui raconte que Lara Croft est à la recherche du bâton maléfique ou pas, et peut-être avoir une situation Lara Croft qui dit ah là, je ne trouve pas, t'as pas un truc ici. Il faut vraiment créer le décalage entre le sceptre maléfique et le sceptre de maléfique. Donc ça peut être toi qui dit effectivement Lara Croft à la recherche d'une relique très précieuse. Mais là tu vas avoir un truc hyper sérieux, alors que Olaf c'est un enfant, tu vois. Là c'est peut-être à Olaf. Il serait là à dire et ben il y a je sais pas si c'est la petite madame, mais il y a Lara Croft qui est en train de chercher un bâton magique, le bâton maléfique, mais tu vois, je sais pas trop à quoi ça sert, mais apparemment c'est un bâton qui est important pour qu'elle le cherche, et toi, Olaf il a vraiment un truc très enfantin, il comprend pas, il peut dire le bâton maléfique, mais pour lui c'est ridicule, tu vois, un machin fait la lumière, voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais apparemment c'est hyper important, mais bon, parce qu'on en a vraiment besoin, je sais pas. Et pendant ce temps-là, une aventurière, elle, cherche un truc ancien très important. Et c'est ça les protagonistes principaux, Maléfique et Lara Croft, qui diraient ah, vous cherchez le bâton maléfique, mais moi je suis maléfique. Ah, c'est le bâton de deux maléfiques. Voilà. Par exemple. Ouais, donc elle cherche un truc très important. Et Lara Croft qui dit tous les parchemins sont formels. Le sceptre maléfique doit se trouver par ici. Voilà, là, maléfique, un truc très formel, mais pour Olaf, c'est une petite balade qui cherche un peu. Voilà, c'est ça, il y a un décalage entre la manière dont il apporte. Et pareil pour Maléfique, si pour lui c'est juste une sorcière qui fait peur, et voilà, il n'a pas trop envie d'avoir parce qu'elle a pas l'air super sympa. Et tu vois, il y a un peu, c'est pour moi d'une vision d'un enfant. Un peu. Naïve. Ouais, toi tu le dis vraiment, et pendant ce temps-là, une aventurière cherche un véhicule important. Un machin. En plus, il pourrait même, là, ça serait le genre à intervenir, ou quand il y a l'interaction entre Maléfique et Lara Croft, il met pause, il fait malaise. Exactement, ça c'est pas drôle. Ouais, donc tu introduis Lara Croft comme ça, Lara Croft arrive, tous les parchemins sont formels, le sceptre maléfique se trouve par ici, et toi tu te retournes. Est-ce que vous parlez du sceptre de Maléfique? Je suis Maléfique. C'est ça, c'est mon sceptre. Et tu vois, elle peut prendre une pause hyper épique. Le malaise, c'est très bien. C'est gênant. Mais genre, en plus, Olaf, il aime bien arriver un peu derrière en mode. C'est gênant. Allez, ouais. Je voulais faire des petites choses comme ça. Ok, très bien. On a plus ou moins une bonne entrée en matière. Et du coup, resterait encore à voir comment Tanjiro peut sauver la situation et nous créer une conclusion. Elle retrouve son corbeau, tout simplement. Elle retrouve son corbeau, voilà. Ah, mais c'est pas mon corbeau. Et effectivement, elle peut récupérer son corbeau et Lara part avec le dino. Ah, moi je récupère le dino. Tant pis, j'ai pas le sceptre, mais on ira le chercher ensemble. Ça vous va? Ah, mais c'est
Ça nous fait une petite prestation de 3 minutes. Ouais, voilà, c'est difficile à 5 Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le brainstorming a plusieurs Voilà, donc là ce que vous venez de voir, c'est vraiment le brainstorming qu'il y a lors de toutes les créations de prestations de concours. Alors c'est plus facile quand on est à plusieurs parce que plusieurs personnages, ça permet vraiment de créer des dynamiques. C'est toujours un peu plus difficile de créer une prestation solo. C'est pour ça qu'en général on est plutôt à recréer une scène de l'œuvre. Mais voilà, derrière toutes les prestations avec beaucoup de personnages, sachez qu'il se passe toujours quelque chose comme ça en coulisses. Là on a essayé de le faire un petit peu en express parce qu'en général, heureusement, on n'est pas prévenu quelques heures à l'avance et on a quelques semaines pour y réfléchir. C'était intéressant aussi de travailler avec des gens qui ont déjà fait du cosplay. En général, quand je fais ce petit jeu de rôle, c'est avec des novices complets et ça permet justement d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne de créer une prestation. Mais là, vous avez la version avec des cosplayers qui ont déjà de l'expérience. J'espère que ça vous a intéressé. C'était peut-être un peu rapide, en général ça dure un petit peu plus longtemps, mais on doit rendre la scène maintenant, donc si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer voir. Donc là, vous avez des cosplayers qui sont au pôle cosplay, moi je suis au pôle calligraphie tout à l'entrée. Et puis merci à toi d'avoir participé. Merci beaucoup d'être monté sur scène, tu es dans le Giro. Et tu m'as piqué mon bravo. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir finalement. C'est ça que c'est quand même lui à la base qui a foutu le. Exactement. Le bull, comme on dit. Mais qui résout la situation à la fin. Exactement. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté tout ça. Et on vous laisse avec. Et tu nous laisses avec une super conférence qui va arriver après, mais surtout, je vous demanderai des applaudissements s'il vous plaît pour Isabelle Jeudi, pour Mayora, voilà, c'est Arconos qui nous a rejoint. Arconos nous a rejoint, je ne l'avais pas annoncé tout à l'heure. Voilà, bien entendu, on a Rudy Leonard, voilà, notre joli cosplay d'hiver. Je vous invite à donner le micro directement aux amis d'Amélie parce que, hop,